Nous arrivons à Madrid vers 17 h. Accueillis par notre guide Andrés, nous allons à notre hôtel situé sur la Grande Via. L'intérêt de cette grande artère commerçante réside dans l'architecture de ses immeubles, mêlant baroque, néoclassique, belle époque, art nouveau ou art déco. Nous partons ensuite en car faire une visite panoramique de la ville, sous un beau soleil et une température de 28 degrés. Nous voyons l'entrée du couvent de las Salesas Reales, fondé en 1748. Sur la place des Cybèles se trouve le palais de communication et la fontaine de Cybèle, sculptée dans le marbre. Elle représente la déesse Cybèle assise sur son char, tiré par des lions, tenant dans ses mains un sceptre et les clés de la ville. Nous passons sur le pont qui enjambe l'avenue Paseo de la Castellana, axe principal de Madrid. Nous voyons l'ambassade d'Italie. Le stade de football Santiago Bernabéu de 90 000 places est la propriété du Real Madrid. Les tours Puerta de Europa ou Tour Kio sont des édifices jumeaux de 115 mètres de hauteur avec une inclinaison de 15 degrés. De larges avenues bordées d'arbres, des fontaines, de nombreuses places et des parcs agrémentent la ville située à 667 mètres d'altitude. Madrid compte 3 500 000 habitants. Nous nous arrêtons à la place Colón, nommée ainsi en l'honneur de Christophe Colomb. Andrés retrace l'itinéraire que nous avons suivi dans Madrid. Nous avons traversé le quartier de Chambéry. Nous sommes allés jusqu'ici. Nous avons traversé. Nous sommes allés à la rue Velázquez. Vous voyez le quartier cartésien Sur la place, un vaste espace ouvert est appelé Jardin de la Découverte. Une sculpture moderne de Joaquín Vaquero Turcios se compose de 4 grands blocs de ciment décorés d'inscriptions, des philosophes et des chefs indigènes relatant les voyages de Colomb. Une autre sculpture, conçue en 1885 par Arturo Melida, de style néo-gothique, représente Colomb monté sur un piédestal entouré par des personnages historiques impliqués dans la conquête. Nous arrivons à la porte d'Alcalá, monumentale, construite sur ordre de Carlos III en 1776. La gare d'Atocha, inaugurée en 1851, est la plus grande d'Espagne. Arrêt près du Palais Royal et de la cathédrale Santa María la Real de la Almudena, construite face au palais au cours du XXe siècle et consacrée par le pape Jean-Paul II en juin 1993. Le Palais Royal, résidence officielle du roi d'Espagne, est utilisé pour les cérémonies officielles et accueille les chefs d'État étrangers. Le roi Juan Carlos réside en dehors de Madrid au palais de la Zarzuela. Regardez que la sculpture se tient rien que sur les pieds arrière du cheval. Il n'y a aucun support externe qui soutient le cheval. Andrés parlait de la statue équestre du roi Philippe IV dressée place d'Orient face au palais royal. À travers les rues piétonnes, nous découvrons de belles plaques de rue en céramique et de belles demeures. Nous arrivons à la Plaza de la Villa. Au centre se dresse la statue d'Alvaro de Bazán qui conduisit l'armée de la chrétienté
à la victoire sur l'Empire ottoman lors de la bataille de Lépante. La Plaza de la Villa est entourée de bâtiments parmi les plus anciens de Madrid, comme la Casa de los Lujanos, prison de François Ier en 1525, la tour Mudéjar et la Casa de la Villa, hôtel de ville. Nous continuons notre promenade dans les petites ruelles au passé chargé d'histoire. Nous arrivons à la plus importante place de Madrid, située au cœur de la ville, la Plaza Mayor, construite en 1619 par Juan Gómez de Mora, pour remplacer un ancien marché. On y découvre la Casa de la Panadería, facilement reconnaissable grâce aux fresques qui décorent la façade. Au XVIIe siècle, des spectacles de tout genre se tenaient sur la place. Des corridas, des jugements de l'Inquisition avec ses bûchers, ou différents actes publics auxquels assistait la foule depuis les balcons qui la surplombent. Une statue de Philippe III est installée au centre de la place. Nous avons mangé à la terrasse d'un restaurant un repas composé de 16 tapas différentes, sorte d'amuse-gueule servies pour accompagner l'apéritif. Diverses et variées, les tapas sont la représentation en miniature de chaque gastronomie régionale espagnole. Une légende, parmi d'autres, veut qu'un aubergiste ait eu un jour l'idée de couvrir la carafe et les verres de ses clients d'une fine tranche de jambon, afin de les protéger de la chute des mouches. Bien entendu, le jambon fut mangé en même temps que le vin était bu. La tapa était née. À toute heure du jour ou de la nuit, les rues et les places débordent de vie. Sortir manger des tapas, offertes avec une boisson, est un rituel très pratiqué à Madrid. Nous faisons une visite panoramique de nuit pour admirer les illuminations de Madrid. Nous regretterons de ne pas avoir eu d'arrêt photo. Nous passons près de la fontaine de Neptune en marbre, élevée en 1780 sur ordre de Charles III. La gare d'Atocha. Nous roulons dans la rue du Prado, ornée de sculptures de peintres espagnols. Voici la grande fontaine de Saint-Jean-de-la-Croix. Nous retrouvons la porte d'Alcalá. Le lendemain matin, nous sommes en route pour l'Escurial. Il se dresse au milieu d'une plaine rocheuse et dénudée, à 45 km à l'ouest de Madrid, au pied des monts de la Sierra Guadarrama, à l'altitude de 1029 mètres. Il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. La construction de l'Escurial débute en 1563 sur ordre de Philippe II. C'est un monument gigantesque de 200 mètres sur 156 mètres. L'église est surmontée de 6 statues colossales en granit, dont celles de David et de Salomon. Les plus grands artistes d'Espagne et d'Italie participèrent à la décoration de l'immense édifice, pour lequel on dépensa des sommes considérables.
La bibliothèque compte plus de 40 000 ouvrages, dont de véritables chefs-d'œuvre. On y trouve des manuscrits de saint Augustin et de sainte Thérèse d'Avila, ainsi que la plus grande collection mondiale de manuscrits arabes et hébreux. Elle contient également la collection personnelle de Philippe II. Le plafond a été décoré par Tibaldi au XVIe siècle. En 1617 est construit un magnifique panthéon des rois qui accueille actuellement la plupart des souverains du royaume d'Espagne. Sa décoration de bronze, de marbre et de jaspe est somptueuse. Il est situé sous l'autel de la basilique. Le Panthéon des infantes, terminé en 1888, est destiné aux princes, infantes et reines qui n'ont pas été mères de rois. Les jardins des moines, construits à la demande de Philippe II, amoureux de la nature, constituent un lieu idéal pour le repos et la méditation. Les jardins, bien ordonnés, s'étendent au sud du monastère. L'histoire de l'Escurial commence le 10 août 1557, jour de la Saint-Laurent, quand Philippe II remporte une victoire décisive face aux Français lors du siège de Saint-Quentin. Il décide alors de faire construire un palais pour manifester sa gratitude envers Saint-Laurent et sa foi en Dieu. L'Escurial naît sur un plan reproduisant la forme d'un gril, instrument du martyre de Saint-Laurent. Même si des appartements royaux sont prévus dans l'édifice, celui-ci est avant tout un monastère. Nous allons à la cafétéria del Arte, près de l'Escurial, pour manger une paella. Après le repas, nous reprenons la route pour rentrer à Madrid. Nous allons visiter le musée du Prado. C'est l'une des plus grandes pinacothèques du monde avec plus de 5000 œuvres. Le bâtiment principal du musée a été construit sous le règne de Charles III par l'architecte Juan de Villanueva. Devant le musée s'élève la statue du peintre espagnol Goya, 1746-1828. Dans ses peintures, Goya s'est inspiré de la vie du peuple et de l'aristocratie madrilène. Son œuvre est abondante et variée. Le musée présente sur 4 étages les collections constituées par les rois d'Espagne depuis Charles Quint. Notre guide a choisi de nous expliquer quelques œuvres de 3 grands peintres espagnols. El Greco, l'Adoration des bergers et la Trinité au style sombre et mystique. Un autoportrait, le chevalier avec la main sur le cœur. Velázquez, au style ordonné, la forge de Vulcain, Bacchus et le célèbre tableau Les Ménines. Goya, les Mayas, nus et habillés. La famille de Charles IV et 13 de Mayo. Les commentaires d'Andrés étaient très intéressants et détaillés. L'église San Jerónimo el Real est le monument religieux le plus ancien de Madrid, seule église de style gothique encore présente dans la capitale.
Nous quittons le musée et passons devant le Cassone del Buen Retiro. Ce bâtiment appartient au musée du Prado. C'est l'ancienne salle de bal du palais du Retiro. Le parc du Retiro est un grand parc de 118 hectares. Les origines de ces jardins se situent entre les années 1630 et 1640, lorsque l'archiduc d'Olivares, valet de Philippe IV, offrit au roi des terres pour les distractions de la cour. Le monument, surmonté d'une statue en bronze représentant une allégorie au théâtre, a été érigé en hommage à Jacinto Benavente, écrivain, dramaturge, prix Nobel de littérature en 1922, qui a écrit environ 200 œuvres. Nous ne verrons qu'une toute petite partie du parc. Il possède d'autres monuments, un lac et un très vieux cyprès mexicain qui avait été planté en 1632. Le lendemain matin, nous sommes en route pour Tolède, située à 50 km de Madrid. C'est la ville principale de la province de Castille-La Manche. Les monuments historiques sont si nombreux que nous ne pourrons visiter qu'une partie de ce riche patrimoine. La vieille ville de Tolède, formée d'un véritable labyrinthe de rues, est entourée de murailles percées de très nombreuses portes. Tolède apparaît comme une ville de forme arrondie, nichée dans les méandres du fleuve Tage. Nous nous arrêtons face au superbe panorama qui donne une vue de la ville perchée sur une colline au-dessus du Tage. Tolède est une ville disposant d'une grande richesse monumentale. Chrétiens, arabes et juifs ont vécu ensemble durant des siècles dans cette ville aux trois cultures, qui conserve encore à l'intérieur de ses remparts un riche patrimoine artistique et culturel, sous la forme d'églises, de palais, de forteresses, de mosquées et de synagogues. Cette grande diversité de styles artistiques explique que la vieille ville de Tolède soit un authentique musée en plein air et ait été classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Deux bâtiments imposants se détachent. L'Alcazar, édifice du XVIe siècle de forme rectangulaire. Aujourd'hui, ses dépendances abritent le Musée national de l'armée. La cathédrale Sainte-Marie, chef-d'œuvre de l'art gothique, que nous visiterons. Sur la rive opposée du Tage se trouve le château de San Servando, XIVe siècle. Nous entrons dans la cathédrale par le portail de la façade principale. Il comporte 3 portes portant les noms suivants: l'enfer, le pardon et le jugement. La construction de la cathédrale débuta en 1226, mais ne se termina qu'à la fin du XVe siècle. Elle présente un plan de basilique avec 5 nefs. La nef centrale a une hauteur sous voûte de 44,50 m.
Le chœur, ou coro, renferme des stalles en bois qui comptent parmi les plus belles du monde. Le retable de la grande chapelle, de 5 registres, est une œuvre en bois polychrome du XVe siècle réalisée par plusieurs artistes. Le Transparente est un spectaculaire groupe architectural rococo de 30 mètres de hauteur réalisé par Narciso Tomé. Dans la grande sacristie est exposé un tableau du Gréco, la spoliation du Christ. L'ostensoir de procession de 1524 en argent est recouvert d'une couche de dorure ornée de 260 pierres. La construction de la cathédrale pendant plus de 2 siècles a donné une diversité de styles artistiques, gothique, arabe et influence du baroque et de néoclassicisme. Ses dimensions sont de 120 mètres de long et 59 mètres de large. La toiture est soutenue par 88 colonnes. La cathédrale se trouve sur la Plaza del Ayuntamiento, ou place de la mairie, en face d'un bâtiment de 1618 abritant l'office du tourisme et la mairie. Sur l'autre côté de la place se dresse le palais épiscopal, ou Palacio Arzobispal. Nous marchons dans le dédale de ruelles escarpées du vieux Tolède. Nous allons à l'église Santo Tomé, surmontée d'une tour mudéjar du XIVe siècle. L'église Santo Tomé abrite le célèbre tableau du Gréco, l'enterrement du comte d'Orgaz. Dans les ruelles, de nombreuses boutiques vendent des épées et des couteaux en acier. Une des spécialités de Tolède est le travail de l'acier et la damasquinerie qui consiste à incruster des fils d'or et d'argent dans l'acier. Les techniques lui furent apportées de Perse par les musulmans. Nous continuons la balade dans les rues étroites de l'ancien quartier juif, le mieux conservé d'Espagne. La synagogue de Santa Maria la Blanca, de construction mudéjar, compte 5 nefs, séparées les unes des autres par des piliers couronnés d'arcs outrepassés. Elle a un plafond à caissons en bois. Nous visitons le monastère San Juan de los Reyes, érigé pour commémorer la victoire des rois catholiques sur les Portugais dans la bataille de Toro en 1476. Ce monastère franciscain est l'une des œuvres culminantes du gothique isabélien. Ce style rassemble l'adaptation hispanique du gothique français avec des éléments flamands et mudéjars. Le cloître à 2 étages aux riches décors sculptés est le chef-d'œuvre d'Enrique Egaz. La galerie inférieure s'ouvre par des arcs en ogive en remplage. L'église n'a qu'une seule nef, couverte par des voûtes à ogive. Toute la décoration est répétitive et destinée à souligner la grandeur des rois Isabelle et Ferdinand.
cloître supérieur présente un plafond à caissons en bois avec des entrelacs mudéjars ornés des emblèmes, des armes et des initiales d'Isabelle et de Ferdinand. Les colonnes, les arcs et les pilastres sont recouverts de motifs d'animaux et de végétaux. Des sculptures de personnages bibliques sur des socles ou sous des dais sont réparties dans l'ensemble du cloître. Dans la façade principale du monastère apparaît la traditionnelle décoration de l'époque d'Isabelle la catholique, formée par des statues et des arcs aveugles. Cette façade arbore les chaînes de prisonniers chrétiens libérés par Ferdinand le catholique lors de la prise de Malaga et Baeza. Après la visite du monastère de San Juan de los Reyes, nous descendons vers le pont de San Martín. Nous voyons une partie des remparts qui entourent la ville et descendent vers le Tage. À l'origine, le pont était en pierre de taille. Il a progressivement été modifié avec l'ajout de nouvelles structures de défense comme les tours, l'une du XIIIe siècle et l'autre assemblée à la muraille du XVIe siècle. Le Tage est un fleuve qui prend sa source en Espagne, traverse le Portugal où il se jette dans l'océan Atlantique à Lisbonne. C'est le plus long fleuve de la péninsule ibérique, 1007 km. À l'autre extrémité du pont se trouve la tour du XIIIe siècle. On dit qu'à Tolède, les forgerons utilisaient l'eau du Tage pour tremper l'acier des épées des chevaliers espagnols. Une légende affirme qu'Héraclès aurait tracé de son épée le lit du Tage autour de Tolède. Nous quittons Tolède en fin d'après-midi pour rentrer à Madrid. Le lendemain matin, nous allons visiter le palais royal, situé sur la place d'Orient, orné de statues. Le palais fut construit entre 1738 et 1755 sous les ordres de Philippe V. C'est l'un des plus grands de toute l'Europe occidentale, après celui du Louvre, occupant une surface de 135 000 m² et comptant plus de 2800 pièces. Il a 3 niveaux et 3 entresols. Les façades mesurent 130 mètres de côté pour 33 mètres de haut. Le palais royal est richement décoré par des artistes comme Goya, Velázquez, El Greco, Rubens, Tiepolo, Mengs et le Caravage. La salle du trône compte parmi les salles les plus prestigieuses. Diverses collections royales de grande importance historique sont aussi conservées au palais. La plus grande collection mondiale de Stradivarius et des collections de tapis, porcelaine, mobilier et autres œuvres d'art. L'armurerie royale présente les armes et armures de la famille royale espagnole. Certaines pièces datent du XIIIe siècle. C'est l'une des plus belles armureries existantes. La cathédrale Santa María la Real de la Almudena
est le siège épiscopal du diocèse de la capitale. C'est une église de 102 mètres de long et de 73 mètres de haut, construite en mélangeant différents styles, néoclassique à l'extérieur, néogothique à l'intérieur et néo-roman dans la crypte. Près du palais, une plaque commémore le soulèvement du 2 mai 1808 qui marque le début de la guerre d'indépendance espagnole. Nous passons devant le monastère de la Incarnation, construit à la demande de Philippe III et Marguerite d'Autriche en 1611. C'est un couvent de sœur Augustine Récolette. Derrière cette grille se trouve l'ancien bâtiment du Sénat, à côté de la statue de Canovas, homme politique et écrivain. Nous longeons le bâtiment des mines royales de couleur rouge avant d'aller vers la place d'Espagne, où se dresse un monument en hommage à Cervantes, auteur de Don Quichotte écrit en 1605. La fontaine de Cervantes fut érigée en 1915 à l'occasion des 300 ans de la publication de la deuxième partie de Don Quichotte. Derrière l'hidalgo monté sur son cheval Rocinante arrive son écuyer, Sancho Panza sur son âne, et la belle de ses rêves, Dulcinée, n'a pas été oubliée. Nous allons au restaurant Las Cuevas del Duque, où nous avons mangé une spécialité madrilène, el cocido, qui est une sorte de pot-au-feu composé de pois chiches et légumes, avec des viandes découpées, de la charcuterie et du lard. Par cette chaude journée, nous n'avons pas pu finir ce repas riche et copieux. En quittant le restaurant, nous partons pour l'aéroport, enchantés d'avoir découvert Madrid sous un beau soleil.